Ça vous est jamais arrivé de regarder un débat politique sans rien comprendre? Non, parce qu'on entend toujours les mêmes mots en boucle, donc on les connaît, mais finalement, on ne sait pas toujours ce qu'ils veulent dire. Donc on les voit défiler, les politiciens, sur les plateaux de télévision. Alors ils ont leur petit costume, leur petit ton professoral, et puis ils emploient toujours un langage compliqué à base de sigles, CSG, CRDS, programme PSPP, et même parfois ils utilisent des formules alambiquées du genre oui, écoutez, je crois qu'il faut garantir la soutenabilité de notre endettement public pour consolider l'attractivité de nos territoires. Vous n'avez pas compris? Je vous rassure, moi non plus. En fait, il n'y a rien à comprendre. Ce qu'ils veulent faire, c'est essayer de se donner des airs de supériorité. Il faut que vous ayez l'image de gens qui sont raisonnables, compétents, pragmatiques. Et de cette manière, si vous n'êtes pas d'accord avec eux, alors ils peuvent vous qualifier de militants, d'utopistes et même d'idéologues. Ce qu'il faut bien que vous compreniez, c'est que les politiciens, ils essayent de vous tenir le plus éloigné possible de la politique. Alors, ils veulent bien que vous votiez une fois tous les 5 ans pour donner votre avis, mais si le reste du temps, vous pouvez essayer de travailler sans trop faire de bruit et puis regarder des séries chez vous à la maison, ça les arrange bien. Parce que finalement, la politique, ça doit être quelque chose de sérieux, géré par des gens sérieux, et vous, il faut bien que vous compreniez que vous n'en êtes pas. Alors ça vous paraît pas bizarre que dans une démocratie, c'est-à-dire dans un pays où en principe le pouvoir appartient au peuple, les politiciens fassent tout pour ne pas se faire comprendre des citoyens? Dans cette vidéo, on va voir que derrière ces stratégies de communication, c'est peut-être pas que le fruit du hasard. Et il se pourrait même que les idéologues et les utopistes ne soient pas tout à fait du côté de ce qu'on croit. Alors la politique, je crois que tout le monde a compris, c'est pas le monde des bisounours où tout le monde est gentil et où les dirigeants politiques essayent de faire du mieux qu'ils peuvent. La politique, c'est pas non plus des politiciens requins qui sont prêts à tout sacrifier, y compris leur mère, pour une place confortable ou un mandat. Enfin, si, c'est ça, mais ce serait très réducteur. Pour bien comprendre ce que c'est la politique, il faut l'appréhender comme un espace conflictuel où se jouent en permanence des rapports de force. Et dans nos sociétés capitalistes, le nerf de la guerre, c'est l'argent, à la fois pour le confort matériel et pour le pouvoir qu'il procure. Ça veut dire que ce qui va motiver les décisions et les actes des personnes, c'est l'argent. Et du coup, quand vous avez une position sociale, des revenus, un patrimoine qui sont similaires à d'autres personnes, alors inévitablement, vous allez avoir des intérêts communs. Pour bien comprendre, on va prendre un exemple. Imaginez que l'État, demain, décide de taxer à 90% les revenus qui sont supérieurs à 1 million d'euros par mois. Bon, il est fort à parier que les gens qui sont concernés vont pas tout à fait être contents, vont pas tout à fait être d'accord et vont tout faire pour que cette taxe ne voit jamais le jour. C'est normal. Les pauvres, c'est fait pour être très pauvres et les riches, très riches. Sauf que cette taxe, vous l'avez compris, elle pourrait servir à financer des services publics ou elle pourrait même servir à alléger les impôts pour d'autres pans de la société. Donc il va y avoir un conflit entre différentes classes sociales ou entre différentes catégories d'individus. Ouais, donc en fait, ce que tu es en train de nous expliquer, c'est la lutte des classes. Oui, alors attends, parce que moi j'étais en train d'amener le truc subtilement là pour pas faire peur aux gens, et toi t'arrives avec tes gros sabots. Bon. Enfin, maintenant que le mot est lâché, oui, il y a une lutte des classes. Mais c'est pas moi qui le dis, c'est Warren Buffett. Warren Buffett, il est milliardaire américain, c'est la 3e plus grosse fortune du monde selon le magazine Forbes. Et lui, il a eu l'honnêteté de reconnaître ceci. Oui, il y a une guerre des classes, c'est un fait. Mais c'est ma classe, la classe des riches qui mène cette guerre et nous sommes en train de la gagner. Et donc il faut tirer 2 enseignements. Le premier, c'est que oui, il y a une lutte des classes. Et le deuxième, moins évident, car implicite, c'est que seule la classe des riches est en train de la mener. Et c'est vrai que si vous interrogez les personnes dans le reste de la société, ils n'ont pas du tout l'impression d'être en plein cœur d'une lutte des classes. Et c'est assez normal, parce que finalement ce terme, on nous a souvent expliqué qu'il était dépassé, que tout ça c'est fini, c'est de l'histoire ancienne, maintenant tout le monde est gentil, c'est bien connu. Et d'ailleurs, c'est comme ça depuis l'année... Ouais, vous vous souvenez pas de l'année? C'est peut-être parce que finalement ça n'a jamais pris fin et que peut-être que le conflit, les oppositions entre classes, c'est inhérent à la nature humaine et à la politique. Alors il y a quand même au moins 2 idées à déconstruire avec le terme de lutte des classes.
La première idée, c'est que ce serait le grand soir, le jour où les prolétaires vont s'emparer des fourches pour aller empaler du bourgeois. Bon, c'est pas ça, et ça c'est vraiment une vision caricaturale. Mais il y a aussi le clivage traditionnel pour définir la lutte des classes, qui se situerait entre le salariat et le patronat. Sauf que ce clivage, il marche plus. Parce qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup de petits patrons, de travailleurs indépendants, d'auto-entrepreneurs qui sont tout aussi précaires que des salariés. Donc il faut redéfinir ce concept de manière adaptée à la période contemporaine. Et là se dessine un nouveau clivage entre d'une part les classes dominantes, qui détiennent le pouvoir économique, politique, médiatique, et le peuple. C'est quoi le peuple ? C'est toutes les personnes sur lesquelles s'exerce le pouvoir. Et donc là, la liste est longue. Ce sont les salariés, les fonctionnaires, les agriculteurs, les petits patrons, les travailleurs indépendants, les artisans, les commerçants, etc., etc. Et donc, quand vous avez ça à l'esprit, vous comprenez les vrais rapports de force qui sont en train de se jouer dans la société. Alors, je sais que pour beaucoup de personnes, ce principe-là, il est assez évident. Mais je pense aussi qu'il y a des personnes pour qui le terme de lutte des classes, il est dérangeant. Et peut-être même que la simple idée qu'il y ait du conflit au sein de la société ne vous convainc pas vraiment. Et c'est une sorte de lutte des classes, c'est même pas une sorte, la lutte des classes qui revient en 2021. Je trouve ça, c'est terrible, c'est très angoissant. Et si c'est le cas, c'est pas non plus anormal. Parce que finalement, les armes dont disposent les classes dominantes, elles sont assez invisibles. Elles vont surtout s'appuyer sur du lobbying auprès des parlementaires, elles vont financer les partis politiques, elles vont détenir les médias pour orchestrer une propagande, pour essayer d'influencer l'opinion publique, et puis elles s'organisent aussi en réseau, parfois secrets. Alors on peut penser à des exemples comme Bilderberg, le Club de l'Automobile, le Siècle, la Trilatérale, bref, tous ces réseaux qui vont cultiver l'entre-soi et où ces classes dominantes vont cultiver leurs relations pour maintenir leurs privilèges et défendre leurs intérêts de classe. Mais il y a une arme encore plus redoutable, car encore plus invisible, sur lesquelles s'appuient les classes dominantes, c'est le langage. L'objectif de cette altération du langage par les classes dominantes, c'est de dissimuler les rapports de force au sein de la société pour maintenir le statu quo. Ouais, en fait, les ultra-riches, ils nous pipotent pour maintenir leurs privilèges et nous les mettre à l'envers. Oui, exactement. En fait, les classes dominantes, elles produisent un certain type de discours pour légitimer la politique qui est conduite. Et du coup, il faut bien que vous compreniez que le discours dominant de flexibilité, d'attractivité, de soutenabilité, c'est pas du pragmatisme. Non, ça n'a rien à voir avec ça. En fait, c'est une idéologie. Mais comme c'est l'idéologie dominante, elle vous paraît naturelle. Elle paraît aller de soi. Et donc, on ne s'en rend pas compte. On a l'impression que c'est un horizon indépassable et que c'est le réel et qu'on ne peut pas faire autrement. Il n'y a pas d'alternative. 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 Il n'y a pas d'alternative avec la réalité. Il n'y a pas d'autre choix. Il n'y a aucune autre proposition. Le discours dominant, il va donc produire toute une série de termes positifs pour nier ou atténuer les effets négatifs que la politique produit dans la réalité. Alors, il y a plusieurs exemples. Il y a notamment, en matière de licenciement économique, on vous parle de plan de sauvegarde de l'emploi. Bon, vous avez compris que quand il y a des licenciements, les emplois ils sont supprimés, ils ne sont pas sauvegardés. De la même manière, en réforme de droit du travail, ça fait des années maintenant qu'à chaque fois, il s'agit de réduire ou même de supprimer les droits des salariés. Et pourtant, la dernière loi en date, on l'a appelée la loi de renforcement de la protection des salariés. Bon, si vous croyez à ce charabia, évidemment, vous vous dites je ne vais pas me rebeller contre une loi qui a pour vocation de me protéger plus. On ne va pas vous la faire à vous, vous êtes des malins. Bon, et puis vous avez vu aussi l'arnaque de la Française des Jeux et de sa privatisation, où Bruno Le Maire nous avait expliqué qu'il s'agissait de faire en sorte que cette entreprise devienne celle de tous les Français. Moi, je souhaite que ce soit une opération populaire, que les Français participent le plus largement possible à cette privatisation. Parce que moi, je souhaite que la Française des Jeux redevienne l'entreprise des Français. C'est ça aussi l'objectif de cette privatisation. Vous avez bien compris qu'en privatisant, tous les Français n'ont pas pu prendre des parts, des titres de propriété pour cette entreprise. Alors qu'en revanche, quand celle-ci était une entreprise publique, de fait, c'était l'entreprise de tous les Français. Donc vous comprenez que cette stratégie de manipulation du langage, elle est extrêmement puissante. Et d'ailleurs, George Orwell, dans son roman 1984, avait parfaitement décrit ce qu'il appelait la novlangue, cette stratégie d'altération du langage pour empêcher les gens de penser une alternative.
Et il y a ce fameux slogan dans ce roman qui dit « La guerre, c'est la paix, la liberté, c'est l'esclavage, et l'ignorance, c'est la force ». Vous l'avez compris, le but de cette novlangue, c'est de vous faire accepter l'inacceptable. Et ça marche, parce que vous l'avez vu dans la société, la plupart des gens pensent qu'on ne peut pas voir une autre politique menée que celle qu'on connaît depuis 30 ou 40 ans. Sauf que la réalité est en train de nous rattraper. Comme on l'a vu dans l'épisode 1, le déclin économique du pays est amorcé et ça, c'est en train d'entraîner une baisse du niveau de vie pour au moins 30% de la population. Et donc, on a un mécontentement qui est en train progressivement de monter dans la société. On le voit d'abord à travers les mouvements sociaux, notamment les Gilets jaunes ou la grève contre la réforme des retraites, où à chaque fois, ce qui était assez inédit, c'est qu'on a eu un soutien de l'opinion publique jusqu'à 70% et que ce soutien, il s'est maintenu pendant plusieurs semaines. Et puis on a également l'analyse des résultats du premier tour des élections présidentielles 2007, 2012 et 2017. Si on regarde bien les résultats, on voit que le vote contestataire, c'est-à-dire le vote en faveur de partis qui ne sont pas des partis de gouvernement, il était à peu près à 24% en 2007, il est monté à 35% en 2012 et il a même atteint 48% en 2017. Ce qui veut dire que ce vote contestataire, en l'espace de 10 ans, il a progressé de 25%, ce qui est absolument phénoménal. Maintenant, on a presque une France qui est coupée en deux parts égales, entre les gens qui votent pour des partis de gouvernement et ceux qui votent pour une rupture radicale avec la politique qu'on connaît depuis 30 ou 40 ans. Et pourtant, rien ne change. Tout reste comme avant et on a l'impression que le changement, c'est pas pour aujourd'hui. Pourquoi ? Tout simplement parce que vous avez des classes dominantes, c'est-à-dire les 0,1, les 0,01% dans la société, qui sont inflexibles, qui ne veulent pas renoncer à leurs privilèges. Les scélérats, hein. Vous avez vu? Pour un peu, ils meurent. Ah, eh oui, monseigneur. C'est le peuple, ça. C'est comme ça, le peuple. Sauf que non seulement elles veulent pas renoncer à leurs avantages, mais en plus, elles sont en train de nous envoyer dans le mur économiquement. Ça veut dire que ces classes dominantes, elles sont égoïstes, mais en plus, elles sont incompétentes. Oui, parce que on pourrait se dire que dans une situation de déclin économique, tout le monde va partager les pertes. Et donc les classes dominantes vont prendre pour leur part, et puis le reste de la société également, chacun à proportion de son niveau de responsabilité. Sauf que les classes dominantes, elles refusent totalement de prendre leurs pertes, et elles sont en train de faire payer l'addition à tout le reste de la société. Mais les classes dominantes ne sont pas les seules responsables. On en est là parce qu'elles bénéficient toujours du soutien de la classe moyenne supérieure. Cette classe, c'est à peu près les 25% de la société française et ça représente l'électorat qui a plutôt voté pour Emmanuel Macron. Alors j'en parle en connaissance de cause parce que j'en fais partie. C'est-à-dire que ce sont les gens qui ont fait des études supérieures, qui ont des positions plutôt confortables, qui sont cadres ou qui exercent des professions intellectuelles et qui n'ont pas du tout envie de voir changer les règles du jeu parce qu'elles s'estiment en être les gagnantes. Et elles sont totalement déconnectées du reste de la société parce que finalement elles vivent dans les grandes métropoles, donc elles ne côtoient jamais les autres pans de la population, elles vivent entre elles, pour elles, et elles se désintéressent finalement du sort des 75% de Français qui commencent à connaître la pauvreté, la précarité et le chômage. Sauf que cette classe doit comprendre que moralement, ce n'est pas parce qu'elle a réussi qu'elle a le droit de se désintéresser du sort du reste de la société. Et puis, elle devrait faire attention parce que économiquement, la baisse du niveau de vie ne la touche peut-être pas encore, mais ça va arriver et peut-être plus vite qu'elle ne le croit. On a donc affaire à un bloc dominant avec des classes dominantes qui peuvent s'appuyer sur la classe moyenne supérieure. Et du coup, la question qu'il faut qu'on se pose, c'est comment on fait pour changer les choses ? Je crois que le plus urgent, c'est que le maximum de personnes comprennent que nous sommes victimes d'une idéologie. Et d'ailleurs, cette idéologie qui est dominante, elle porte un nom. On l'appelle le néolibéralisme. Moi, à titre personnel, j'apprécie pas trop ce terme de néolibéralisme parce que je pense qu'il entretient des confusions. Déjà entre libéralisme et néolibéralisme. Pour faire court, le libéralisme, c'est une doctrine qui vise l'émancipation de l'individu. Alors que le néolibéralisme, c'est uniquement le discours qui est là pour justifier les privilèges des classes dominantes et finalement le déséquilibre qui s'est instauré dans le rapport de force entre les classes dominantes et le reste de la société. Il faut bien distinguer les deux notions. Dans un monde libéral, l'État régule les marchés
l'État s'assure qu'il n'y ait pas d'oligopole, et l'État s'assure que les gens puissent entreprendre et au contraire donne le pouvoir aux plus faibles en leur permettant de faire concurrence aux plus forts. Donc c'est le libéralisme qui est vecteur de justice sociale. Donc il faut vraiment retourner à la définition originelle. Il y a une autre confusion dans le terme néolibéralisme, c'est qu'on pourrait avoir tendance à entendre le mot liberté. Et le problème, c'est qu'évidemment, on a plus envie d'être du côté de la liberté que du côté de la prison. Donc moi, je pense qu'il faut vraiment nommer le néolibéralisme pour les effets qu'il produit dans la réalité. Et c'est pour ça que moi, je le définis comme ça, c'est le régime des ultra-riches qui asservit les peuples et détruit la nature. Et là, de cette manière, on a bien qualifié l'adversaire qui nous fait face. Et c'est pour ça que maintenant, ce qu'on doit s'appliquer à faire, c'est de déconstruire ce qu'on va appeler le système néolibéral. Et dans mon livre Reprendre le pouvoir, j'ai essayé de construire une vision d'ensemble pour bien comprendre l'ensemble des mécanismes qui sont à l'œuvre dans ce système néolibéral. Et pour ça, j'ai construit une métaphore qui représente les 3 piliers du système néolibéral. Alors le premier pilier, c'est la prison des esprits. Et c'est l'ensemble des idées reçues qui sont là pour justifier l'idéologie dominante. Le deuxième pilier, je l'appelle la prison institutionnelle. Et ça désigne l'Union européenne qui consacre les dogmes économiques du néolibéralisme. Et puis il y a le troisième pilier, que j'appelle les gardiens de prison, qui renvoient aux médias et à l'État, qui ont été colonisés par les classes dominantes pour légitimer leur idéologie, mais surtout défendre leurs intérêts. Mais bon, tout ça, on le verra dans les prochaines vidéos. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. En tout cas, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et ça nous donne une super motivation. Donc on vous dit à bientôt et surtout n'oubliez pas, c'est tous ensemble qu'on va y arriver. That's why the propaganda system is so successful. Very few people are going to have the time or the energy or the commitment to carry out the constant battle that's required to get outside of, McNeil Lehrer or Dan Rather or somebody like that. The easy thing to do, you come home from work, you're tired, you had a busy day, not going to spend the evening carrying out a research project. So you turn on the tube, you say it's probably right, or you look at the headlines in the paper and then you watch the sports or something. And that's basically the way the system of indoctrination works. Sure, the other stuff is there, but you're going to have to work to find it.